Donc, bonjour tout le monde. Je suis Marco Alberio, plusieurs parmi vous me connaissent. Je suis co-responsable de l'axe territoire et milieu de vie avec Juan-Luis Klein. Et il me fait plaisir de débuter ce cycle de séminaires portant justement sur le concept de milieu de vie. On débute ce séminaire avec ce cycle de séminaires avec le séminaire d'aujourd'hui. Donc, le séminaire donné par Mathilde Ferretto. Avant d'introduire Mathilde, j'ai le plaisir donc de vous accueillir pour ce premier séminaire de la série intitulée Les milieux de vie au cœur du développement des territoires et de l'innovation sociale. C'est un séminaire, je vous rappelle, organisé par l'Axe Territoire et Milieu de Vie du CRIS, en collaboration avec la chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires dont je suis titulaire. Cette série de séminaires, de 3 séminaires au total, vise à réfléchir théoriquement et empiriquement sur l'importance de considérer les milieux de vie dans l'étude du développement territorial et des innovations sociales. Donc, le premier séminaire d'aujourd'hui est intitulé Sol, terre et territoire, une approche complexe à l'étude des milieux de vie entre justice sociale et environnementale. Il sera présenté par Mathilde Ferretto, qui est à côté de moi, à 1 mètre de distance, pour respecter les consignes qu'il y a aussi en Italie. On se trouve à Milan en ce moment. Donc, Mathilde Ferretto est professeure titulaire d'économie politique agricole au département de sociologie et de recherche sociale de l'Université Milano Bicocca, où elle enseigne aussi l'économie culturelle et environnementale et des cours liés aux politiques de développement rural. Elle est auteure de nombreux essais et articles et elle est une spécialiste des évolutions socio-économiques du monde agricole et rural. Parmi ses côtés positifs, elle a aussi je peux dire qu'elle elle était aussi ma professeure d'économie quand j'étais étudiant, au département de sociologie à l'Université de Milan. Blague à part, on se connaît depuis une vingtaine d'années et donc il me fait vraiment plaisir de la voir pour ce séminaire qu'on organise avec l'axe du CRIS et la chaire et donc avec le soutien de tout le CRIS, Juan-Luis Klein, Florence et Mélanie. C'est toute l'équipe du CRIS, vous le savez, derrière ce séminaire, il y a toute une équipe de gens qui travaillent avec nous. Donc, ce n'est pas juste les coordonnateurs, mais il y a toute une équipe qui fait un travail excellent pour l'organisation du séminaire. Donc, je pense que j'ai déjà assez parlé. Donc, il me fait plaisir de laisser la parole à Mathilde. Tu auras entre 30 et 40 minutes, donc, sans plus tarder. Alors, bonjour à tout le monde. Moi, je dois dire, après la présentation de Marco, que je suis heureuse d'avoir eu un étudiant qui a eu du succès. Il m'a craqué un verre, mais ça, c'est pas important. Et donc, ma présentation peut-être qui répète des choses bien connues. Et donc, Marco aura l'incarico, la charge de me dire que ça, c'est connu. Et donc, on peut aller en avant. Je tiens à souligner, ça serait la première fois que je t'interromps, Mathilde, c'est promis. Je tiens à souligner que Mathilde a accepté de donner cette conférence en français. Et elle dit, mais moi je pense qu'elle parle très bien, mais elle dit que son français est un peu rouillé. Mais je félicite donc l'effort de faire une conversation en français et pas en anglais. Bon, l'italien n'aurait pas pu vous l'imposer, on n'aurait pas pu vous l'imposer clairement. Mais donc il faut juste féliciter cet effort linguistique qu'elle a fait. Donc, merci. C'est vraiment un effort, comme vous vedrez. Alors, come faccio condividere? On va partager. On va partager. Est-ce que vous le voyez? Parfait.
Oui, on voit. Ah bon, alors je pars en général en disant que quand on parle du sol, nous avons beaucoup de définitions techniques ou juridiques, mais seulement il y a quelques années, nous avons aussi des descriptions sur le rôle du sol. Et par exemple, j'ai porté la description de la stratégie européenne qui disent que le sol nous fournit de la nourriture, des biomasses, etc. Mais il est aussi un élément du paysage et du patrimoine qui joue un rôle fondamental en tant qu'habitant et génétique. Donc, le sol, c'est pas seulement la surface, il est quelque chose d'autre. Avant, on peut dire que quelle est la couverture terrestre, parce qu'on pense que nous avons beaucoup d'espace. En réalité, les terres émergées sont seulement le 36%, 30% de la surface de la planète et notre attention, c'est sur les terres arables, qui sont 11% à peu près, mais beaucoup des terres ne sont pas fertiles. Et après, nous avons les pâturages, les forêts. Et regardez ici, les zones urbaines. Le donné réel, c'est moins de 2. Mais on pense que il y a beaucoup de temps que les zones urbaines deviendront le 2%. Ça est important parce que les zones urbaines occupent une petite portion de territoire, mais ils consument beaucoup de ressources et ils produisent beaucoup de déchets. Encore, quelles sont les fonctions naturelles du sol? Je pense que tout le monde les connaît. Je pense que la plus importante, c'est la considération que pas tout le sol est fertile. La part fertile du sol est seulement de 30-50 cm. Et donc, quand on fait des excavations, des choses fortes sur le terrain, on va lever la partie fertile du sol. Le sol a une régénération très, très lente et il faut avoir des siècles pour 11 cm de sol. Et donc, il faut considérer ça. Il contient la biodiversité, un quart de la biodiversité de la planète et a un rôle très important dans le cycle de l'eau, pour retenir l'eau. Encore, on va parler d'anhydride carbonique et le sol avec les forêts et les mers est l'élément qui prend beaucoup de pollution. Encore, tout cela que nous mangeons, le nourrissement, la nourriture, vient par la totalité, presque par la totalité du sol. Ici, je fais une distinction entre l'utilisation du sol, justement, on vit sur la surface et on utilise le sol, mais cela qui c'est terrible, à mon avis, c'est la consommation du sol. C'est-à-dire que les actions anthropiques pose de la dégradation du sol et on estime que plus qu'un tiers du sol mondial il est dégradé à cause de l'urbanisation, de l'érosion, etc., mais surtout de l'agriculture. Alors, comme nous avons regardé, le sol, c'est seulement le 30% de la surface de la planète et donc la femme de terre, c'est très grand. On voit ici le phénomène de land grabbing, c'est-à-dire l'occupation du sol par des grands capitalistes.
J'aime bien dire au propos que c'est pas seulement une nation, un phénomène physique, qui veut dire les marrons sont les pays qui achètent le seul, les verts sont les pays qui sont euh, target, sont les pays target, ciblés. Mais surtout, sont des opérations financières qui ont des proportions bien plus grandes que celles économiques et matérielles. Donc, sur la finance, on pourrait parler beaucoup, surtout dans le secteur de l'agriculture et de l'exploitation des terres, mais je peux dire que le phénomène, c'est vraiment préoccupant, vraiment très fort. Les pays les plus grands investisseurs sont la Chine, vous savez, Chine, les États-Unis ou Canada, et après les Européens, surtout les Anglais et la Suisse. Voilà quelques données. Si on va regarder les surfaces, on voit encore quels sont les pays qui achètent ou qui donnent leur territoire. Et voilà, Marco, ils me disent, voilà, le Canada. Et ça, c'est curieux parce que j'ai toujours pensé qu'au Canada, on n'aurait pas besoin de terre. En réalité, je me répète, la situation, l'organisation financière pourrait expliquer bien mieux cette donnée. La chose donc est importante à penser est que le phénomène de land grabbing est un phénomène mondial. Vous voyez, nous avons le Japon qui achète des terres en Brésil ou la Chine qui se prend dans ce moment, elle prend surtout en Afrique des territoires, voilà, le Congo, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font dans les terrains? Ah bon, en grande part, à peu près le 70%, je pourrais dire, c'est pour la production des denrées alimentaires. Mais aussi, on a une grande importance les productions qui produisent, excusez-moi, des pollutions, les pollutions. Et donc, sont les biogaz, essentiellement. Ça, c'est un phénomène très important, je pense, parce que c'est un exemple, quelquefois, de greenwashing, c'est-à-dire nous faisons de la production green parce qu'on ne prend pas des carburants comme le pétrole, etc., ou le carbone, mais en réalité, surtout, quelqu'un de cette culture sont altament productrices de pollution. Hein? Comme la soya, comme l'huile de palme, nous avons, si on va voir le buco nell'ozono, le trou dans l'ozone, on voit qu'il y a une correspondance entre les grandes surfaces de cette culture et la situation de l'ozone. Excusez-moi de vous interrompre, Mathilde et Marco. Est-ce que vous pouvez mettre en grand écran le diaporama pour qu'on puisse bien voir les dessins de texte? Merci. Oh, pardon. C'est parfait. Alors, je parlais de land grabbing, mais qui est une typologie d'agriculture basée sur les grandes surfaces, qui est une agriculture basée sur les rendements croyants d'escalier. Mais dans le monde, nous avons beaucoup des autres situations
Et j'ai reporté un petit peu des données sur l'agriculture familiale en rappelant que la grande majorité des exploitations agricoles du monde sont des agricultures familiales, mais sont des très petits farms, c'est-à-dire à peu près au-dessous des 2 hectares. Autrement, c'est important de dire que le agricolture familiale travaille, cosa è successo? Oh, travaille le 75% des terres cultivées et produisent à peu près le 880, come si dice 80, 80% de la nourriture mondiale. Attention, cette nourriture, si je dois réfléchir, n'arrive pas sur les marchés et donc ne contribuent pas aux produits lourds des pays lourds parce que produits bruts, voilà. Parce que il y a une grande relevance de l'autoconsommation. J'écris pas correctement. Encore, on peut faire attention au travail des femmes qui contribuent pour le 50% à l'agriculture familiale, mais ils ne sont pas patrons des terres. La même situation des exploitations agricoles familiales, on la retrouve dans les pêcheurs, dans les bergères, et il faut rappeler que l'agriculture de montagne, c'est presque complètement une agriculture familiale. Encore, nous trouvons la présence des agriculteurs familiaux dans les communautés forestières et dans les zones les plus pauvres, c'est-à-dire les forêts, les savanes, etc. Ça, c'est important parce que quand on voit l'action de land grabbing, on voit que les territoires qui sont cherchés ne sont pas ceux-là des forêts ou de savane. Les forêts sont recherchées, mais pas pour être forêt, pour devenir cultivation. Et donc, le land grabbing prend surtout les terres les meilleures. Encore dans les zones d'agriculture familiale, on trouve souvent les peuples autochtones qui préservent la plupart de la biodiversité. Un petit peu d'attention à cette population. Non, ça c'est pas juste. Voilà. Excusez-moi. La gestion collective de la terre. Alors, dans les pays développés, on pense que la gestion collective des terres, les domaines collectifs, sont une reste du médiéval, du Moyen Âge. Et donc, ils ne sont pas modernes, ils ne sont pas adaptés à la situation actuelle qui passe pour une propriété de la terre, de toutes les choses vraiment individuelles, peut-être physique, personne physique, personne juridique, mais le domaine collectif, on pourrait rappeler la Osbram, par exemple, Linor Osbram, qui a démontré que ce n'est pas le Moyen Âge. C'est la condition la plus adaptée à des conditions socio-économiques et pas seulement territoriales. Alors, j'ai cherché des données pour une recherche et j'ai trouvé que à peu près les domaines collectifs dans le monde
occupent à peu près le 18% de la surface des pays qui reconnaissent leur légalité. Ils sont 64. Si on va voir où cette propriété, cette légalité est reconnue, les données descendent au 10% à peu près. Mais on peut voir où sont les domaines collectifs dans les pays les plus importants. Et alors, on voit que, oui, sûrement, où nous avons encore l'héritage d'une économie planifiée, comme en Russie, en Chine, on a des données très élevées, mais nous avons aussi des données vraiment aussi en Mexique et en Brésil, le 23% en Brésil. Mais comme vous voyez, aussi en Canada. Je n'ai pas eu le temps de faire une petite enquête pour voir quelle est la nature, quelle est l'organisation de cet domaine collectif. Mais je pense que les données sont très intéressantes. Pour le Brésil, j'ai suivi, ho seguito, j'ai suivi le cas de Saint-Terra et je suis, je pense que peut-être que si on va considérer la forêt amazonique, le données sale notablement. Oui. Alors, on entre dans cela qui était le thème, un des thèmes vraiment de ma relation. C'est-à-dire, on parle terre, on parle sol, comme s'ils sont des synonymes, pardon. Mais ça, c'est pas vrai, parce que quand nous parlons de consommation de terre, on doit considérer quelles sont les externalités de la consommation. Et donc, nous avons une dégradation de la surface, ça c'est vrai, mais nous avons aussi une dégradation ou destruction des autres choses, comme, par exemple, la beauté du paysage, la sécurité de la vie des populations indigènes, par exemple, une, une perte de biodiversité, etc. Et donc, quand on parle de consommation de terre, on parle de quelque chose de différent de la consommation seulement de la surface. On peut dire que la consommation de la terre qui porte à des effets terribles pour la vie des hommes. Par contre, ceux-là qui sont les droits que nous trouvons dans nombreux documents qui sont légalement reconnus, comme par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, pour l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux. Et encore, en 2007, nous avons eu la déclaration à seguito, à suivre, à la suite, pardon, je vais dire que je ne parle pas bien, de la déclaration de Rio sur les droits des peuples autochtones. Je peux dire encore que dans la Constitution d'Italie, nous avons un article qui parle des droits de l'homme, plus qu'un article. Donc, le thème, si je vais mettre en relation la consommation de la terre avec les droits humains, la dignité des hommes, la liberté, etc., je dois dire que souvent, les effets des phénomènes comme le land grabbing et les autres qui provoquent des externalités négatives
pour la vie des hommes, souvent sont permis par les droits des propriétés. Et donc, nous avons une contradiction. Ah, non, trop. Alors, Marco me dit que j'ai seulement 15 minutes. J'aimerais bien vous présenter le cas italien et donc, ça peut des coses. Ah bon. Alors, la question, je laisse mon PDF, mon PowerPoint. Et donc, la question, c'est s'il y a le droit de considérer comme une propriété privée cela qui est un bien commun, comme la terre. Et alors, au niveau juridique, on se commence à critiquer cela qui sont les prescriptions aussi des grands summits sur l'environnement. Et pour dire que quand on parle de terre, on ne doit pas définir les contenus minimaux, c'est-à-dire tu ne peux pas produire de la pollution en plus que. Mais il faudrait définir le contenu maximal parce que la Terre, pourquoi? Pardon? Parce que la Terre, car la Terre a des propriétés qui vont outre la propriété. C'est un petit peu le même problème qui se pose pour les animaux, par exemple. Tu as le droit de maltraiter ton chien jusqu'à quel niveau? Alors, le point alors devient qu'il y a une contraposition dans notre société entre la question éthique et la question économique. Et ça, c'est une chose qu'on voit dans l'histoire du monde. Et si on regarde, examine l'histoire du passé, on peut identifier trois éléments constants. C'est l'affirmation de Foster, qui est une théorique marxiste. Ils disent que les éléments constants sont la pénétration des relations capitalisme dans le secteur agricole. Le secteur agricole, ce n'est pas seulement un secteur productif, il est une part de l'agribusiness. Et le contribut de l'agriculture au développement capitalisme, la centralité de l'agriculture. Nous avons maintenant des pays qui sont devenus très importants dans le monde, importants dans l'agriculture. Le Brésil, par exemple. Et encore le rôle des travailleurs agricoles pour les droits et la démocratie. Ce sont les constantes, mais dans ce moment, nous avons un autre élément qui c'est la question écologique. Et je peux dire sûrement que la question agraire et la question écologique sont la même chose. Alors, on peut regarder ça en prenant celles qui sont les catégories méthodologiques de Giovanni Arrighi. Il a créé un livre très important, je pense qu'il est traduit dans le monde. Il s'appelle Le long XXe siècle. Et la méthodologie d'Arrighi s'est basée sur l'analyse des typologies et sur des questions. Qu'est-ce qui est cumulatif, c'est-à-dire cela qu'on a déjà vu dans l'histoire du monde, la contraposition entre riches et pauvres, par exemple. Que c'est que c'est cyclique et donc la croissance, par exemple, du système économique a toujours reconnu à l'exploitation de nouveaux territoires et de nouvelles technologies le rôle de expansion cyclique. Mais encore, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Dans notre époque, nous avons une grande nouveauté. Et ce que c'est que l'espace, c'est fini. On peut dire que le capitalisme se ronge, mais ça ne suffit pas.
ne suffit pas parce que voilà, les ressources sont terminées. On peut simplement dire, par exemple, que notre empreinte écologique, c'est le 160%. Et donc, je dois dire que la question de la crise écologique n'est pas externe au système, mais interne. Et donc, la gestion environnementale et la gouvernance ne peut être traitée séparément, mais il faut configurer des catégories. Donc, est nécessaire de reconfigurer les catégories de l'économie politique en tenant compte que gestion environnementale et gouvernance sont doivent marcher liés. J'ai encore, bon, pardon. Excusez-moi, je suis. Alors, je peux dire que, à mon avis, ce problème est déjà connu dans les, dans les summits, par exemple. Et alors, on peut penser qu'ils sont des arguments très traités, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau des conférences internationales. Par exemple, on peut examiner cela qui va marcher dans les COP, c'est-à-dire les conférences des partis que nous avons toutes les années entre les grands pays du monde. Nous avons encore le programme de développement durable de l'ONU Horizon 2030, les 17 goals, ou encore, c'est nouveau, mais c'est important, cela que c'est le New Deal de l'Union européenne. Comme vous savez, nous avons un programme de 10 ans qui veut porter l'Europe au niveau de pas pour toute pollution et d'être complètement soutenable. Alors, je pense que, bon, ils ont beaucoup de bonnes intentions, mais sûrement les grands intérêts, le grand capital n'arrêtera pas et sa haine prédatrice restera. Et donc, il faut continuer le combat. Maintenant, je vous propose un exemple de gestion collective communautaire. C'est pas le mot juste, mais on peut après on peut être approfondir. Un exemple, c'est italien. Je reporte cela qui est l'histoire des politiques agricoles de la communauté européenne, car je ne sais pas, j'ignore vraiment si c'est connu ou non. Cela que je peux dire que la communauté européenne a fait une politique agricole commune et qui a été fortement critiquée à l'extérieur, par exemple pendant le round de GATT, pour le protectionnisme excessif et à l'intérieur pour l'efficacité et la dimension de la dépense agricole. On doit penser que nous avons eu des périodes où la dépense agricole était le 80 des dépenses de toute la communauté. Et donc, les agriculteurs n'avaient pas un rôle assez important. Et important encore dire qu'il était une politique jusqu'à 2003 de type sectoriel, donc seulement pour l'agriculture et seulement pour les agriculteurs. Dans le temps, nous avons eu des réformes, avant tout les réformes des fonds structurels, c'est-à-dire les fonds qui finançaient l'économie de toute la communauté, pas seulement l'agriculture. Et
qui n'avait plus efficace. Et l'autre document est celui de la Commission européenne, l'avenir du monde rural, qui pose la question de la ruralité et porte l'attention pas seulement sur le secteur productif, mais sur le territoire. Territoire qui vient dénominer territoire rural. Salto. Non, vas-y. Alors, ce sont les fonds. Nous avons... Si on peut prendre un peu quelques minutes de plus, mais je trouve que les exemples sont intéressants pour nous, les exemples d'Italie ou d'Europe. Donc, tu as encore, prends encore quelques. Alors, ce sont les fonds. Pour l'agriculture, nous avons seulement le FEOG à l'origine, qui était le Fonds d'orientation et garantie agricole, c'est-à-dire l'orientation était la partie structurelle, la garantie est le soutien des prix et des marchés. Et après, nous avons encore le Fonds social européen, le Fonds européen de développement régional. Les concentrations des interventions dans la réforme sont au niveau territorial et on pense à cela qui prend en considération le rôle des municipalités, des États, de la région et de la communauté. À partir de 2003, nous avons une séparation du fonds du FEOGA en deux fonds. Le Fonds européen agricole de garantie, qui va financer encore les marchés et le soutien au prix, et l'autre fonds, le Fonds européen agricole pour le développement rural. Et ça va à financer explicitement le développement rural. Je trouve que c'est très important que la réforme des fonds structurels prévoit des objectifs. Indépendance en de 1988 et donc nous sommes dans une crise économique, dans des problèmes de chômage de longue durée, etc. Pour l'agriculture, les objectifs sont les régions en retard, ceux-là qui ont une réductivité plus bas de la moyenne de la communauté, et le développement des zones rurales fragiles. Les grandes difficultés étaient cela de faire de mise au point d'une statistique, une méthodologie statistique qui permettait de comparer les situations de tous les pays de l'Europe, pays qui ont un système administratif, un système statistique, etc., très hétérogène. Et donc, on a choisi une méthodologie statistique, basée sur la densité de la population. Et il a décidé qu'on peut définir zone rurale les zones qui ont une population inférieure à 150 habitants au kilomètre carré. Il va donc définir des zones à prédominance rurale, outre plus que le 50% de la population vivent dans des unités rurales locales, les régions intermédiaires, 15%, entre 15 et 50%, les régions à domaine urbain, au moins de 15% de la population. Il y a des compliqués statistiques pour examiner bien cette subdivision, mais les catégories sont celles-là. Bon. Je peux vous montrer où sont arrivés. Nous sommes arrivés avec l'adoption de la méthodologie que j'ai dit, individuer des niveaux différents
des gouvernements et nous avons une première macro-agrégation, c'est-à-dire l'Italie du Nord-Est, l'Italie du Sud, etc. Une agrégation sur la base des régions et enfin sur la base de cela qui est des administrations les plus petites. En Italie, nous avons les provinces, en France, selon les départements français. Mais si vous regardez les nombres, on peut dire que l'analyse la plus détaillée, c'est sûrement dans les NUTS 3. Voilà, ça c'est la map. Et je trouve très intéressant cette map parce qu'on peut voir comme la grande part, à peu près, attendez, je l'ai donné. Alors, nous avons que le 40% du territoire d'Europe est probablement rural, c'est le vert. Et sur ce territoire vivent le 24% de la population européenne. Après, nous avons le 34% du territoire intermédiaire, zone intermédiaire, les jours. Et ici vivent le 39% de la population. Enfin, nous avons les zones urbaines qui ont le 26% de la surface et le 40% de la population. Mais je trouve, nous n'avons pas le temps, mais si vous regardez, nous avons des pays qui sont classifiés comme complètement ruraux. Et dans le cas de l'Italie, vous avez seulement le nord qui a une concentration de prédominance urbaine. Sûrement, nous avons Rome à moitié, Naples un petit peu en bas entre le caractère intermédiaire et la Puglia, les Pouilles, qui ont des caractéristiques particulières. Pour la France, nous avons la Côte d'Azur, Nice en particulier, etc. Regardez l'Angleterre, qui n'est plus dans la communauté, mais elle a eu un rôle très important. Alors, tout cela qu'on peut faire pour les zones rurales, on le trouve dans les intentions de la carte rurale européenne, qui est celle de 1996. Et vous pouvez voir que l'attention, c'est pas seulement une attention à l'agriculture, mais aussi au territoire, à la population et surtout à la présence des communautés et des petites villes qui concentrent les relations humaines. Encore, son économie caractérisée, oui, sûrement pour l'agriculture. Je n'ai pas le temps, mais si vous avez le temps, allez voir la situation de la Roumanie. La Roumanie, c'est vraiment très intéressant dans ce cadre parce que a une prédominance des zones rurales, mais a aussi la présence des grandes entreprises agricoles de l'intrabing. Oh bon, présence de paysages naturels et surtout traditions, coutumes locales, etc. Qu'est-ce que le rôle de l'agriculture dans ce territoire? Être multifonctionnel et donc produire aussi seulement des rats alimentaires, mais aussi des biens publics et communs, doit être durable, une moindre utilisation des ressources et intégré au territoire. Comme on peut faire pour réaliser ça? Et donc se tester les fonctions économiques, la fonction écologique et la fonction sociale de l'espace rural. Parmi ceux-là qui s'appellent le programme LEADER, qui sont des programmes de réhabilitation et de développement de l'économie rurale,
qui dans ce moment sont complètement transformés parce que nous avons eu le Green Deal européen et donc les territoires ruraux entrent complètement dans les zones rurales. Et bon, ce sont l'approche, si je peux montrer. Et cela qui est important est que l'approche de leader est une approche bottom-up, territoriale, locaux, etc. Nous avons beaucoup de projets leaders en Italie qui ne sont pas seulement pour l'agriculture. En réalité, l'agriculture peut être minoritaire à confondre des autres secteurs, mais les programmes leaders ont eu beaucoup de succès en Italie, dans l'Europe, mais en Italie sûrement. Dans la situation des zones rurales, une stratégie très importante est la stratégie nationale pour les zones internes, qui est un programme, une stratégie qui a démarré en 2012 et qui va intéresser grande part du territoire italien, car l'Italie a eu des problèmes d'exode, d'abandon du territoire, etc. Et donc, nous avons beaucoup de territoires qui n'est pas présidé et surtout qui dégradent, qui se perdent. Et avec les territoires, les populations qui vivent dans ces territoires. Les objectifs de la stratégie, bien sûr, sont de reporter l'attention du policymaker sur ce territoire, mais et donc mettre des résolutions à des problèmes très graves. Mais je pense que deux choses sont très importantes, que la stratégie est financée par l'État, par la communauté, mais aussi par les municipalités. Et donc, nous avons une dimension nationale et de gouvernance multiniveau. Ça, c'est très important parce qu'ils font des tables de discussion pour prendre les décisions avec tous les représentants de l'État, des régions, des municipalités, de la société civile. Alors, c'est là que je trouve la chose la plus importante. Vous trouvez, c'est deux choses. Maintenant, les Canadiens, les Africains aussi trouvent ridicule cela que je vais dire. Mais la classification des aires italiennes internes partent sur la base de la distance du centre d'offre de services le plus proche à territoire. Et donc, nous avons la définition des zones de ceinture s'il y a plus de 20 minutes du centre, intermédiaire, périphérique, ultra-périphérique. Ce que je peux dire est que le territoire d'Italie, on va ici, voilà, c'est un territoire très difficile, presque montagneuse, et nous avons surtout des problèmes de collegamenti, de routes, de connexion des routes. Nous avons aussi eu la dismission des ferrovies et donc qui habitent dans les zones d'intérieur ont vraiment des problèmes très forts qui sont les connus. C'est là que c'est important, et je terminerai avec ça, que les populations qui vivent dans quelles zones-là se sont limitées pour la pleine jouissance des droits
citoyens. Ils disent souvent, nous sommes des citoyens de série B. Et ça, c'est problématique parce que c'est à la base, par exemple, de tous les mouvements de souveraineté ou de intérêts locaux et pas des intérêts nationaux. Mais surtout, on peut dire que jusqu'à il n'y a pas beaucoup de temps, les politiques italiens, de l'État italien, ont confirmé cette opinion de la population de 700. C'est-à-dire, ils payent des taxations comme tous les autres, mais ils n'ont pas des hôpitaux, ils n'ont pas des services d'école. Ils ont aussi de grands problèmes pour la vieillesse des habitants, le vieillissement des habitants et la manquance de services, par exemple des écoles, comporte que les jeunes laissent. Dans ce moment, dans le secteur agricole, et vraiment j'ai terminé, et dans le secteur, dans les zones rurales, nous avons une significative retour des populations jeunes. Nous avons cela qui s'appelle les néo-ruraux. Et dans les néo-ruraux, nous avons beaucoup de femmes, par exemple. Mais des mes femmes de chèvres, je vous parlerai une autre fois. Merci. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, je la félicite pas seulement pour l'effort linguistique que j'ai déjà souligné, mais aussi parce que c'est pas évident de donner une conférence avec un vautour derrière tes épaules en personne, pas sur Zoom, qui te regarde pour dire dépêche-toi. Mais je dois vous avouer qu'elle a juste dépassé des 7 minutes. Donc, elle a été quand même, je tiens vraiment à la féliciter. Donc, tout d'abord, c'est un thème très, très intéressant, avec une perspective probablement à laquelle, aux crises, nous sommes un peu moins habitués, avec une perspective d'une économie rurale, avec aussi toute cette perspective concernant la législation, les lois de l'Union européenne et multi-niveaux. Donc, je pense que quand même, bien qu'il y ait des différences de perspective, parce qu'on pourrait être habitué dans les conférences du CRI, c'est quelque chose qui pourra certainement nourrir nos réflexions. Donc, nos réflexions surtout pour la direction que le CRIS a pris dans ces dernières années, de la combinaison entre innovation sociale, oui, mais aussi justice sociale et environnementale. Il y a beaucoup d'enjeux qu'elle a mentionnés qui sont très importants pour ça. Et une dernière chose avant de vous laisser la parole et de vous expliquer aussi comment on s'organise pour les questions. Juste vous dire, c'est quand même intéressant d'écouter le cas italien parce que vous avez certainement sonné une cloche. Même si les territoires québécois, canadiens et italiens sont différents par la morphologie, par la géographie aussi, par l'espace qui est moins étendu en Italie, il y a quand même des similitudes à ce qu'on peut voir au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, dans ce qu'on appelle au Québec nos régions. Avant de vous quitter, je tiens à remercier les personnes présentes outre à remercier Mathilde, que j'ai déjà remercié, je remercie aussi tous les participants à cet événement. Donc, merci à tout le monde. Merci vraiment pour votre participation. Merci à tout le monde. Arrivederci. Ciao, J'espère de vous revoir. Arrivederci. Arrivederci.